Alors, je vous propose de commencer peut-être rentrer dans le vif, ce qui se passe maintenant, ou le général. On peut commencer. Mais je vous donne la parole, peut-être. C'est toi. Oui, oui. On s'est arrangé dans ton dos. On verra après. On verra. Bon, Michel, vas-y. Merci Jean-Claude. C'est avec plaisir que je me retrouve ici dans ce festival. Et en fait, quand tu vas entendre ce que je vais dire, tu vas regretter de ne pas être un modérateur plus répressif, parce que j'ai l'intention aujourd'hui de me venger de toi. C'est toi le coupable qui a organisé ce débat. Et quand tu m'as contacté, tu m'as dit, voilà, je ferai un débat avec Chambry-Mont, Bahar et toi. J'ai dit, on l'a déjà fait, l'année passée, pas chaque année. Tu m'as dit, si, ça va marcher, ils viendront. Bon, apparemment j'ai eu tort, ils sont venus. Mais enfin, je t'en veux quand même parce que je t'ai dit aussi, pas un dimanche, s'il te plaît, je suis plus crevé, là j'arrive. Dimanche, on se repose. Tu me dis, si, c'est dimanche. Et puis, il y a quelque temps, un festival des libertés, pas si libre que ça peut-être, a organisé un débat contradictoire, entre guillemets, sur faut-il intervenir en Syrie. Et là-dedans, il y avait le porte-parole de l'OTAN, un bâton-guerre pour l'intervention, et encore quelqu'un plutôt pour l'intervention. Donc, c'était comme si on avait fait un débat entre le pape et Monseigneur Léonard sur la contraception. Et là, je t'ai dit, Jean-Claude, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu invites Gémichi ou un type comme ça et qu'on ait une fois un vrai débat avec les deux points de vue. Eux, ils en ont peur. Moi, j'ai envie de ça. Je pense que c'est eux qui fuient le débat. Et de nouveau, tu m'as dit non. Alors, j'ai décidé, pour me venger, cher Jean-Claude, que je vais donner la parole dans mon intervention entièrement aux USA. Parce qu'il faut quand même un peu équilibrer ce panel. Et donc, vous allez avoir droit à une intervention qui sera composée entièrement de citations de dirigeants et de responsables des États-Unis. Oui, ça vaut mieux que tu t'assoies pour que c'est ça. Et donc, effectivement, c'est une intervention qui ne pourra pas mériter d'applaudissements, forcément. On commence. La première citation, c'est George Kennan, diplomate et politologue US, 1950. Nous, États-Unis, avons environ 50% des richesses mondiales, mais seulement 6% de la population. Dans cette situation, nous ne pouvons manquer être l'objet de l'envie et du ressentiment. Notre tâche dans la période à venir est de concevoir un ensemble de relations qui nous permettront de maintenir cette position de disparité sans réel détriment pour notre sécurité nationale. Pour ce faire, nous devrons nous dispenser de toute sentimentalité. Nous ne devrons pas nous faire d'illusions que nous puissions nous permettre le luxe de l'altruisme et du bienfait mondial. Comment, au point de vue de la stratégie, appliquer cet objectif très clair? Zbigniew Brzezinski, grand stratège des États-Unis, conseiller de Carter et actuellement conseiller de Rockefeller, de la Trilatérale et compagnie. La tâche la plus urgente consiste à veiller à ce que, dans la terminologie abrupte des empires du passé, les trois grands impératifs stratégiques se résumeraient ainsi. 1. Éviter les collusions entre vassaux, Europe, Chine, Japon, etc., et les maintenir dans l'état de dépendance. 2. Cultiver la docilité des sujets protégés. 3. Empêcher les barbares de former des alliances offensives. Appliquant cette idée à l'Europe, le même Brzezinski écrit « Le problème central pour les États-Unis est de bâtir une Europe fondée sur les relations franco-allemandes, viables, liées aux États-Unis, et
qui permettent d'élargir l'exercice de l'hégémonie globale de l'Amérique. Voilà une application. En 1999, Bill Clinton déclenchant la guerre contre la Yougoslavie, il explique à ses conseillers: si nous voulons des relations économiques solides, nous permettant de vendre dans le monde entier, il faut que l'Europe soit la clé. C'est de cela qu'il s'agit avec toute cette chose du Kosovo. Le même Brzezinski explique l'importance de l'Asie. L'Eurasie, dit-il, demeure l'échiquier sur lequel se déroule le combat pour la primauté globale. Le plus grand continent à la surface du globe est aussi l'axe géopolitique. Toute puissance qui le contrôle par là même deux des trois régions les plus développées et les plus productives. 75% de la population mondiale, la plus grande partie des richesses physiques sous forme d'entreprises ou de gisements des matières premières. Dans le même sens, Henry Kissinger écrit: il existe des tendances soutenues par la Chine et le Japon à créer une zone de libre-échange en Asie, un bloc asiatique hostile, combinant les nations les plus peuplées du monde avec de grandes ressources et certains des pays industriels les plus importants, serait incompatible avec l'intérêt national américain. Pour ces raisons, l'Amérique doit maintenir une présence en Asie. Traduction aujourd'hui. C'est pas là. Barack Obama: l'Asie est l'une des régions les plus importantes du monde. Notre pivot vers l'Asie constituera une part majeure du second mandat. Et le lendemain, le ministre de la Guerre, Panetta: les États-Unis vont accroître la taille et le nombre d'exercices militaires que nous menons dans le Pacifique. On va passer au droit d'ingérence que certains présentent comme une trouvaille personnelle récente. Richard Gardner, diplomate et stratège des États-Unis, 1974. Le nouvel ordre mondial devra être construit en partant du bas plutôt qu'à partir du haut, mais le contournement de la souveraineté nationale, en l'érodant morceau par morceau, réussira beaucoup plus que le démodé assaut frontal. Dans le même sens, Stan Turner, qui est un ancien directeur de la CIA, en 1991, tirant les leçons de la guerre d'Irak: nous devons envisager le long terme là-bas, nous avons un objectif bien plus grand. Voici un exemple: la situation entre les Nations Unies et l'Irak, où les Nations Unies s'ingèrent délibérément dans la souveraineté d'une nation souveraine. Eh bien voilà un merveilleux précédent à utiliser dans tous les pays du monde. Voilà sur le droit d'ingérence. Ensuite, sur la place de la guerre dans cette stratégie de domination mondiale, le New York Times, aussi à la veille de la guerre contre la Yougoslavie, Friedman: pour que la globalisation marche, l'Amérique ne doit pas craindre d'agir comme la superpuissance omnipotente qu'elle est. La main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un point caché. McDonald's ne peut être prospère sans McDonnell Douglas, le constructeur de l'avion F-15. Dans le même sens, les stratèges de l'OTAN, en 1993, l'OTAN doit sortir de sa zone, la défense de l'Europe, qui était théoriquement sa mission, sinon il sera sans emploi. Et les autres chercheurs, première direction de l'OTAN, Europe de l'Est et ex-URSS, deuxième, Méditerranée et Moyen-Orient, troisième, le tiers-monde en général, sur base de toutes les menaces évidentes qu'il y a là.
Application récente de cela, Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements contre la Yougoslavie et qui visite un général au Pentagone juste après le 11 septembre. Je l'ai déjà dit à la télévision, mais elle est importante à bien remémorer. Ce général du Pentagone lui dit « J'ai une note venue d'en haut, donc du ministre de la guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous États-Unis, allons prendre 7 pays, qui sont déjà occupés avec l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. » Pour ceux qui croient que tout ça est une improvisation de dernière minute parce qu'il y aurait des manifestations, spontanées ou pas, dans tel ou tel pays. La guerre directe avec investissement massif, oui, mais aussi la guerre indirecte, la guerre par proxy, la guerre en se cachant le plus possible. Zbigniew Brzezinski, de nouveau, interviewé par le Nouvel Observateur en 1998. Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines en Afghanistan, pour renverser le gouvernement de gauche qui était là, a débuté en 1980, après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais, Brzezinski toujours, la réalité gardée secrète jusqu'à présent est tout autre. C'est le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et j'ai écrit ce jour-là une note au président. Le journaliste, vous ne regrettez rien aujourd'hui. Regrettez quoi? Cette opération secrète était une excellente idée. Vous ne regrettez pas non plus d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes? Brzezinski. Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique? Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale? Dans l'explicitation de la guerre indirecte, le manuel de l'armée US, en 1990, décrit, je traduis, le conflit, la guerre de basse intensité. Il s'agit d'une confrontation politico-militaire entre des États opposés ou des groupes opposés. C'est en dessous de la guerre traditionnelle, mais c'est au-dessus de la routine de la compétition pacifique entre États. La guerre de basse intensité implique des méthodes allant de la subversion à l'utilisation des forces armées. Elle est menée par la combinaison des méthodes politiques, économiques, médiatiques, information et militaires. Des opérations réussies de guerre de basse intensité, cohérentes avec les intérêts des États-Unis et leurs lois, peuvent faire avancer les progrès des États-Unis vers des objectifs comme l'augmentation de la liberté, des institutions démocratiques et une économie de marché libre. La politique US reconnaît que l'application indirecte du pouvoir militaire des États-Unis plutôt que directe est la manière la plus appropriée et la moins coûteuse de réaliser les objectifs nationaux de la politique des États-Unis. Reste le problème de l'opinion. Zbigniew Brzezinski encore. Les sondages d'opinion suggèrent que seule une petite minorité, 13% des Américains, sont favorables à l'idée que seule superpuissance restante, les États-Unis, doivent continuer à être des leaders mondiaux. Il risque, Brzezinski toujours, d'être plus difficile de façonner un consensus en termes de politique internationale, sauf dans le cas de la perception d'une menace extérieure, directe et massive. Plus généralement, le changement culturel en Amérique peut être réticent à un exercice soutenu à l'étranger d'un pouvoir authentiquement impérial. En bref, les buts des politiques américaines doivent être sans scrupule perpétuer la position dominante américaine pour au moins une génération et, si possible, plus longtemps. Le problème, comment ça s'applique? La composition
des conseils d'administration des 10 plus grands médias US comportent les multinationales Texaco, Chevron, Ford, American Express, McDonald's, ITT, Philip Morris, Coca-Cola, IBM, Boeing, Carlyle, etc. Dans le complexe militaro-industriel, Lucent Technologies, Bombardier, United Defense, Lagardère, Dassault, et parmi les anciens politiciens qui Singer, Brzezinski, Perl, Volcker, etc. Comment arriver à ce que l'opinion publique adhère? George Kitson, qui était le major britannique à la tête de l'Irlande en 1970, écrit « L'important, c'est de gagner les cœurs et les esprits. La guerre psychologique stratégique poursuit des objectifs à long terme et principalement politiques. Elle a pour but de détruire la volonté d'un ennemi ou d'un groupe hostile. Elle peut être dirigée contre le parti politique dominant dans le pays ennemi, le gouvernement et ou la population tout entière, ou des éléments particuliers de la population. Tout cela est planifié et contrôlé par la plus haute autorité. » Appliquant cela en Irlande, Kitson a indiqué les 12 méthodes qu'il prônait pour gagner les cœurs et les esprits, et parmi ces 12 méthodes, je cite, « militariser l'info de la BBC et y censurer totalement le point de vue adverse, filtrer l'information à destination de la presse internationale et s'y assurer des complicités, fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion, utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. » Carl Bernstein, l'un des deux auteurs des révélations sur le Watergate, écrit en 1977, durant ces 25 dernières années, plus de 400 journalistes ont rempli des missions secrètes pour la CIA, selon des documents qu'on peut trouver dans les archives de celle-ci. Comment la CIA procède-t-elle pour assurer ce travail? Joshua Mouafchi, American Enterprise Institute. Depuis la fin des années 40 jusqu'à 65, la CIA transmettait des fonds à des mouvements politiques, des médias et des organisations syndicales. La couverture a été dévoilée par un étudiant de gauche et beaucoup de ces opérations ont été compromises à tout jamais. Une commission mise en place par le président Johnson recommanda de remplacer la CIA par d'autres méthodes pour acheminer les dollars US aux forces démocratiques. Des fonds provenant du Trésor US mais distribués par une agence privée indépendante, voilà un système plus convenable. Des journalistes sont-ils payés par les États-Unis? Un document déclassifié des affaires étrangères US décrit les programmes à destination des journalistes vénézuéliens. Notre objectif est d'informer le participant pour pouvoir influer sur la manière et plus tard sur la couverture donnée sur des sujets importants de la politique extérieure des USA et consolider le processus démocratique au Venezuela. John Virtue, directeur de l'International Medical Center à la Florida University, nous avons commencé à entraîner des journalistes d'Amérique centrale à la fin des années 80 en utilisant des fonds de l'USAID, couverture traditionnelle de la CIA, et nous avons entraîné jusqu'ici plus de 8000 journalistes en Amérique centrale et Amérique du Sud. Robert Ménard, directeur de Reporters sans frontières. Oui, je sais, ce n'est pas le passeport US, mais on peut peut-être représenter les États-Unis sans avoir le passeport. Robert Ménard, décrivant la politique de Reporters sans frontières, nous avons décidé de dénoncer les atteintes à la liberté de la presse en Bosnie et au Gabon et les ambiguïtés des médias algériens ou tunisiens, mais de ne pas nous occuper des dérives françaises. Nous avons besoin du soutien consensuel de la profession, tandis que la réflexion sur le métier de journaliste prête par définition à la polémique. Comment, par exemple, organiser un débat sur la concentration des organes de presse et demander ensuite à Havas ou à Hachette de sponsoriser un événement. Voilà donc un petit panorama de
la guerre et la guerre de l'information. Et j'aimerais dédier ce panorama à M. Jean-Paul Martos et à la direction du Soir, qui a écrit en février que des gens comme Jean-Bric Montbard et moi, nous étions en fait des anti-impérialistes borgnes et les disciples de Goebbels. Nous avons envoyé un droit de réponse, j'ai envoyé un droit de réponse au Soir, demandant de pouvoir répondre à cette insulte. À ce jour, la rédaction et la direction du Soir refusent tout débat sur ces insultes et en général sur comment on nous informe sur les guerres. À la lumière de ce que je viens d'expliquer, peut-être qu'on a un début d'élucidation de ce mystère et du refus du débat démocratique. Je vous remercie.